Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. Adon GNANGUI, Droit des déchets en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire 2010. Toumani Mendy, Aménagement du territoire et intégration sous-régionale ouest-africaine, 2010. Follet DIANGITUKWA, La thèse du complot contre l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas, 2010. Essai à Mouzou, Le mythe du développement durable en Afrique noire 2010. Berthe Florence YMELENOUAZI, Travail social et sida en Afrique. Au cœur des souffrances 2010. Cyriaque Geoffroy EBISSIENINE, La problématique de la santé et de la maladie dans la pensée biomédicale. Essai sur la normalité chez Georges Canguilhem, 2010. Toumani Mendy, avec la contribution de Mamadou Alassane Ndiaye, L'illusion démocratique en Afrique, 2010. Joachim de Dreux-Brézé, L'accession à l'indépendance de l'Afrique équatoriale française, 2010. Yao Edmond Kwasi, Habermas et la solidarité en Afrique, 2010. Abdoulaye Kane, Tontine, Caisse de solidarité et banquier ambulant, 2010. Essai à Mouzou, Le développement de l'Afrique à l'épreuve des réalités mystiques et de la sorcellerie, 2010. Régine Levrat, Culture commerciale et développement rural. L'exemple du coton au Nord Cameroun depuis 1950, 2010. Nguema Minko, Gabon, L'unité nationale ou la rancune comme mode de gouvernance, 2010. Sébastien Dossa SOTINDJO, Cotonou, L'explosion d'une capitale économique, 1945 à 1985, 2009. Divine KAMENUMEY, Le mouvement de la réunification des WE 2009. Gaston Jonas KOUVIBIDILA, La fuite des cerveaux africains 2009. Essai à Mouzou, l'Afrique 50 ans après les indépendances, 2009. Remerciements. L'auteur marque sa gratitude à son époux, Diblé Méléouan, dont l'amour constitue le meilleur rempart contre la paresse et surtout le découragement intellectuel. Feu son père, Baka J.C. Robert qui l'a encouragé depuis toujours à progresser dans les études pour réussir sa vie. Monsieur Biaka Zasli, professeur titulaire, doyen de l'UFR des sciences de l'homme et de la société, pour son soutien inconditionnel et son aide pour la préparation du présent ouvrage. Monsieur Kwame Kwame qui a accepté de la soutenir dans son travail de recherche. Monsieur Kwasi Ernest, ex-directeur du Centre universitaire d'études françaises CUEF, pour le combat qu'il a mené en faveur de la promotion de la recherche au sein de son institution. Tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont apporté leur aide et leur soutien afin que son travail aboutisse. L'auteur pense en particulier à sa sœur Sylvie Tano qui a réalisé la saisie informatique. À Abidjan, le 20 janvier 2010. Préface, des problématiques pistes d'accès aux traditions africaines précoloniales. Hormis le cas de l'Égypte pharaonique, l'écriture n'a pas beaucoup prospéré chez les peuples noirs d'Afrique. Là où elle a sporadiquement fait irruption, elle est vite devenue ou restée une affaire d'initiés, confinée dans les mains d'une poignée d'aristocrates philosophes soucieux de faire de la possession de quelques secrets sur l'homme et le monde un moyen de domination sociale qui s'éternise, qui ne se transmet que de père en fils. Une des conséquences de cette situation de précarité, c'est que l'oralité s'impose de nos jours comme le meilleur moyen par lequel la culture africaine connue s'exprime pleinement, et se situe malheureusement hors de portée des langues de communication internationales, comme le français par lequel s'exprime la pensée d'Amadou Hampâté-Bâ. Un problème lancinant, qui s'est toujours posé, amène à se demander le rapport qu'il peut y avoir entre le signifié final en langues étrangères et le signifiant resté en miettes éparses dans divers moyens d'expression dont les langues africaines non écrites. Ces parlers sont pour la plupart en voie de disparition précipitée, occultés par le temps et l'espace, insoupçonnés ou niés a priori par un colon en mission d'expansion volontariste de civilisation universelle. On songe surtout à la fameuse politique française de l'assimilation culturelle. Les causes de déperdition culturelle sont multiples, innombrables,
Rappelons à titre indicatif les caprices bien connus de l'oralité, liés aux limites de la mémoire humaine, au penchant tout naturel du conteur à la dramatisation, prisonnier aussi de sa propre subjectivité. La pauvreté relative de l'écriture qui ne dispose pas d'assez de ressources pour pouvoir restituer la totalité du réel, du vécu, même si la théâtralité caractéristique du conte africain en fait un genre mieux outillé qu'ailleurs. Omniprésence du dialogue, linéarité de l'intrigue, accentuation du gestuel, narration entrecoupée de mimes. L'inévitable approximation de la traduction d'une réalité déjà en grande partie voilée, volatile d'une langue à une autre, lorsque les deux idiomes ne disposent guère de points communs, de la moindre parenté linguistique. L'autocensure déjà passée au subconscient du scribe accomplie en langue étrangère, un effet d'oppression, quelque peu prisonnier des canons artistico-spirituels du maître, des maisons d'édition notamment dont il ne saurait faire fi des attentes, qui sont également celles des lecteurs, des académies. Cheikh Anta Diop a une vue tranchée du problème. Nous estimons que toute œuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite. Surtout le français dont la complexité, la tendance au raffinement suffisent à monopoliser toute l'attention de l'écrivain étranger. Le français n'est pas seulement un instrument d'acquisition d'une science, mais une science en soi. On doit montrer qu'on le possède entièrement, le reste n'est que secondaire. Il n'y a pratiquement pas d'exception, même en considérant l'ensemble des œuvres négro-africaines produites en langue d'emprunt. En faisant le bilan de la littérature africaine d'expression étrangère, on peut dire que dans l'ensemble, il y a plus de secret désir de pédantisme que d'intention de dire autre chose. 1. Pour le cas précis d'Amadou en Patéba, il y a l'influence multiséculaire de l'islam, son apport massif à la civilisation nègre. Peut-on parler de fécondation réciproque, de simple cohabitation ou de travestissement de mœurs primitives par une religion du livre? Il faudrait chercher du côté du Sénégal, fouiner dans les méandres du mouridisme, pour s'apercevoir que la culture wolof a pu s'enrichir des valeurs de l'islam, tandis qu'ailleurs, dans d'autres civilisations ethniques, en Afrique de l'Ouest, on a préféré résister aussi longtemps que possible au prosélytisme musulman, Bambara, Malinké, Serer, ou devenir islamiste comme par un saut qualitatif pour se laisser pénétrer de l'esprit arabe, Peul du Sahel, Haoussa du Nord Nigeria. Kedara, par exemple, est un récit initiatique de l'aristocratie Peul islamisée jusque dans sa cosmogonie. Les hommes y sont les fils d'Adam. Certaines valeurs fondatrices du monde noir sont vouées à l'abandon, supplantées par des habitudes musulmanes. Dans ce conte de formation spirituelle, donc destiné à mouler les comportements futurs de la jeunesse, émanation de la classe dirigeante, et conformément au Saint-Coran, aucune mention n'est faite du moindre privilège lié à l'âge avancé dont l'importance socio-intellectuelle reste pourtant capitale d'après la célèbre phrase d'Ahashba. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. De même, la fidélité conjugale est musulmane et seulement musulmane. Amadi, le héros de Kedara, a passé 21 ans hors de son foyer en aventure initiatique. Il est absolument sûr de retrouver sa femme intacte, foi islamique oblige. Et nous voilà de retour au mythe trompeur, longtemps galvaudé et finalement éventré au XVIIe siècle européen, de la morale inséparable de la religion, d'une religion à prétention universelle. Le mysticisme nègre du chiffre 9 est islamisé chez Ahashba. À partir de l'Égypte antique, il incarnait le symbole fœtal et les 9 mois de la gestation humaine. À travers le Coran, il traduit le 9e mois du calendrier musulman commémorant la révélation du livre saint. La dimension traditionnelle de l'écriture romanesque d'Ahashba est d'une richesse remarquable en dépit des différents prismes filtrants,
du temps, des cultures dominantes, des besoins de classe, etc. Madame Danielle Diblé l'a amplement montré, notamment dans la structuration de l'espace et le recours massif de l'auteur à de pittoresques images sacrées. Le conte populaire est négligé par le patriarche Peul. Son public est constitué d'initiés de cette ère culturelle. Il fait la promotion des valeurs aristocratiques, du savoir ésotérique dont la maîtrise donne de l'ascendant sur le petit peuple et facilite la tâche du commandement. Le maître du conte populaire le plus connu en Afrique de l'Ouest est Birago Diop, auteur des contes d'Amadou Koumba, un classique de l'enseignement secondaire en Afrique. Ici, on savoure des récits populaires, au sens noble du terme, plus directement inspirés du tréfonds culturel noir ancestral. Ils sont à vocation universelle. Transethniques, grands voyageurs sans besoin de passeport, ils franchissent, enthousiastes, les frontières nationales, raciales même et se laissent décoder, sans problème autre que linguistique, par l'immense foule de destinataires. Y sont mis en exergue les symboles du paganisme africain authentique. Ainsi, l'athéisme tranquille, implicite de suffisance chez Leuc le Lièvre, s'oppose au mysticisme foncier des personnages de Hampâté-Bas comme de l'auteur lui-même, qui demeure convaincu que la vie sur Terre est un esclavage permanent d'une façon ou d'une autre. Celui qui ne croit pas au merveilleux est un infirme. 3. Infirmité morale s'entend. Or, lièvres, tortues, araignées et autres bestioles porte-parole du narrateur sont des maîtres de la sagesse africaine antique. Leur principale ressource est leur intelligence au-dessus de la moyenne, ils ne prient jamais. S'ils font allusion à une pratique religieuse ou magique, c'est pour tromper des naïfs méchants. Ce sont des héros appréciés pour leur inclination à toujours se situer du côté du bien, de la justice populaire. Leur fidélité à l'antiquité nègre égyptienne saute aux yeux. L'Afrique profonde, rurale, agraire, paysanne, a conservé des traits dominants et caractéristiques de cette vieille pensée pharaonique. Au commencement était la raison, ensuite seulement le verbe. La sagesse est une conquête de l'homme, accomplissant son œuvre sans obéir nécessairement à une puissance. La morale est le chemin qui mène droit à la vie éternelle. C'est la pratique de la justice qui rend un homme digne du royaume des bienheureux. C'est l'homme juste dont l'âme est une belle tombe, qui sera reçu dans la lumière des âmes glorifiées. Dieu ne crée pas l'homme à son image, comme dans d'autres traditions religieuses et philosophiques. Ici l'homme est Dieu, recréateur encore et toujours sans angoisse du salut, propre à une pensée qui va de la chute au rachat. Au fond, une philosophie du bonheur. Tout le contraire d'une philosophie qui engendre la désolation individuelle et collective, le nihilisme, le culte volontaire de l'angoisse. 4. Une contamination à éjecter au plus vite de l'esprit nègre, à en croire le dernier pharaon. L'Afrique saura avec une facilité désespérante rejeter comme dans un mouvement de nausée, toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié son âme et l'empêchent d'atteindre sa véritable plénitude. 5. Le substrat culturel négro-africain d'origine reste considérable et éblouissant de splendeur dans Kédara, particulièrement par l'effet de stylisation d'un maître de la langue française, son attachement viscéral à l'aristocratie nobiliaire Peul et subséquemment, en son goût raffiné des valeurs supérieures par lesquelles s'accomplissent les hommes d'exception. Comme si la vertu était héréditaire, un don de Dieu et l'apanage exclusif de la classe dirigeante préparée à le demeurer jusqu'à la fin de l'histoire. Et Amadi ne pouvait que réussir pour voir les mêmes ambitions noyées dans leur sang chez ses camarades roturiers, Dambourou et Amtudo, dans la logique d'une société de caste aux frontières étanches et à la hiérarchie immuable. Certaines légendes de l'afro-pessimisme incitent à prendre les Peuls pour des métis de l'arabe et du noir. D'autres les font descendre presque en droite ligne des pharaons, leur nomadisme relativement récent étant l'une des séquelles de la dislocation du tout premier royaume connu de l'histoire. La thèse de la filiation avec la vallée du Nil ne manque pas d'arguments. Kédara, le dieu de l'or et de la connaissance, de l'initiation, est une reproduction de Thoth, dieu égyptien de la science, inventeur des hiéroglyphes, inspirateur de tous les aspects de la vie intellectuelle, protecteur des scribes. 6. Chez les Indo-Européens, l'initiation, la maturation de l'enfant s'achève par le meurtre plus ou moins symbolique du père. Mais on voit bien que dans ce conte d'Ahashba, les péripéties sont typiquement négro-africaines. Les périlleuses épreuves initiatiques se passent loin de la famille, 21 années durant, dans un contexte en grande partie fantastique où tout est symbole éducatif.
Si le candidat à l'initiation suit scrupuleusement les préceptes de son éducation familiale, il va en sortir triomphant, retrouver sa place parmi les siens et voir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.